Alors, bonjour à tous, donc ravi d'être avec vous cet après-midi. Donc moi, je m'appelle Baptiste Grard, j'ai travaillé pendant 7 ans à AgroParisTech et à l'INRAE. AgroParisTech, c'est une école d'ingénieurs en sciences du vivant. Et l'INRAE, c'est un institut de recherche qui est public, qui travaille autour de questions touchant à l'agronomie. Et la présentation que je vais réaliser aujourd'hui, elle est autour de l'agriculture urbaine et de comment est-ce qu'on peut cultiver des toits en ville, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et en général, j'aime bien commencer mes présentations donc par cette image que vous voyez ici, qui est une image qui vient d'un cabinet d'architectes qui est porté par un architecte belge qui s'appelle Vincent Calbeau, qui est une représentation, une vue futuriste de Paris, telle que Paris pourrait être en 2050. Et j'aime bien projeter cette image pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle représente bien le fait qu'il y a un certain consensus autour du fait que la ville de demain sera sans doute plus verte, fera plus de place à des espaces de nature en ville. Et la deuxième raison pour laquelle j'aime bien la présenter, c'est qu'elle représente une vision qui est peut-être elle moins partagée, mais qui existe, qui est celle d'une ville futuriste qui sera potentiellement beaucoup plus verticale, voilà, avec ses grands bâtiments. Donc là, ça correspond à une image de Paris plus oxygénée, etc. Et concrètement, moi, je ne sais pas du tout à quoi ressemblera Paris en 2050 et si voilà, on aura comme ça des bâtiments beaucoup plus verticaux. En revanche, je voudrais revenir avec vous sur cette idée de végétaliser la ville et de pourquoi est-ce que c'est nécessaire, pourquoi est-ce que ce serait utile de remettre plus d'espace de nature en ville. Alors, pourquoi est-ce qu'on souhaite faire ça? Parce qu'aujourd'hui, le développement et le fonctionnement du milieu urbain pose un certain nombre d'enjeux, et notamment d'enjeux et de problématiques environnementales, autour de l'imperméabilisation des sols, des pertes de biodiversité que ça peut entraîner, de pollution de l'eau, de l'air, du sol, d'approvisionnement alimentaire, mais aussi d'accès à des espaces de nature. Et donc aujourd'hui, le fait de revégétaliser les villes est vu comme une manière de résoudre non pas l'ensemble de ces problèmes, mais une partie de ces problèmes. Donc dès lors, dès qu'on part de cette idée de vouloir remettre des espaces de nature en ville, il y a une première question qui se pose, c'est de savoir où est-ce qu'on va pouvoir développer ces espaces? Quels sont les espaces disponibles pour cela? Et la question qui vient ensuite, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on va concevoir ces espaces pour répondre aux différentes attentes qu'on peut avoir par rapport à ces milieux végétalisés qu'on va développer en ville. Alors, pour ce qui est de la première question, alors quand on regarde la ville comme ça, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément d'espace disponible. Mais quand on commence à réfléchir un peu plus à cette question, ce qu'on s'aperçoit, c'est que bien sûr, des grandes réserves foncières en ville, ce sont les toitures. Les toitures, ça peut représenter jusqu'à 30% de surface horizontale des villes. Et c'est des espaces qu'on pourrait utiliser potentiellement pour végétaliser les villes de demain. Sauf que, je pense que vous le savez très bien, mais quand on regarde aujourd'hui les espaces en toiture, soit ils sont non accessibles, soit quand ils sont accessibles, ils sont encombrés, comme par exemple c'est le cas sur cette photo, par des équipements techniques. Alors, si on transforme un petit peu notre manière de faire et si on se dit qu'on essaye voilà, d'utiliser cet espace qui aujourd'hui est perdu en ville, on va pouvoir dès lors avoir une réserve foncière qui est relativement importante, comme je disais, et qui va permettre voilà, de végétaliser ces espaces. Alors concrètement, aujourd'hui, c'est déjà fait. C'est déjà fait sous des formes, comme vous pouvez le voir sur cette photographie, sous des formes qu'on appelle toitures végétalisées extensives. Alors pourquoi on dit que c'est des toits végétalisés extensifs? Dans le terme d'extensif, il se réfère au fait qu'on va avoir une faible épaisseur de sol, entre 5 et 10 cm, avec une végétalisation qui est une végétalisation à partir de plantes qui sont plutôt des plantes grasses, des sédums, qui sont utilisés parce que ces sédums ont des besoins en eau relativement faibles, des besoins en nutriments également relativement faibles, qui survivent, on va dire, dans des conditions qui peuvent être relativement difficiles. Alors cette végétalisation en toiture, elle est intéressante et elle est permise avant tout par la présence d'un substrat. Alors ce substrat, dans le cadre des toitures végétalisées actuelles, dans le cadre de 90% des toitures végétalisées aujourd'hui en France, qui sont des toitures extensives, en général, c'est un substrat qui est à base de pouzzolane. La pouzzolane, c'est une roche volcanique qui est extraite donc de milieux naturels pour être ensuite utilisée dans le cadre d'une toiture végétalisée,
Et pour la fraction organique qui est indispensable au développement des plantes grasses, on va utiliser de manière courante des produits de type terreau, c'est-à-dire des produits qui sont à base de tourbe. Et la tourbe, ça vient d'écosystèmes qui s'appellent des tourbières. Et ces tourbières, elles sont indispensables pour un certain nombre de fonctions, et notamment celle d'épuration de l'eau et de préservation de la biodiversité. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Eh bien, pour soulever un enjeu qui est lié donc au développement de ces toitures végétalisées. Donc, on voit que ces toitures, c'est ce que je vous disais au début, mais donc on commence aujourd'hui à coloniser les toits, qui sont un espace pour le moment sous-utilisé en ville. On commence à les végétaliser, donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, ça pose un certain nombre de questionnements, et notamment cette question que j'ai évoquée au début de la conception. Pourquoi je vous parle de questions autour de la conception? Eh bien, parce que par exemple ici, on voit qu'en utilisant des substrats qui sont issus de ressources qui sont non renouvelables, donc des roches volcaniques, du terreau, avec de la tourbe, eh ben, on va avoir des toitures qui sont soit intéressantes, mais qui vont poser un certain nombre d'enjeux environnementaux, un certain nombre d'impacts à leur tour. Donc, on a une solution, mais qui pose également problème de par les matières qui sont utilisées pour cette toiture, et notamment pour son substrat. Alors, pour continuer sur ce point, pourquoi est-ce que je vous parle de substrat? Eh bien, parce que ces substrats, donc là, vous avez ici l'image d'une toiture potagère, qui est en l'occurrence en plein centre de Paris sur le toit de l'école AgroParisTech, et bien ces substrats, c'est ce qui va être à l'origine de la plupart des services et des fonctions environnementales qu'on va attendre de ces toitures. Typiquement, le substrat que vous voyez ici, il va permettre aux plantes de se développer, donc permettre aux plantes d'avoir accès à de l'air, à des nutriments, à de l'eau. Il va également permettre de retenir de l'eau, ce qui en ville va éviter que cette eau aille s'écouler dans les réseaux urbains. Il va permettre éventuellement d'abriter un certain nombre de biodiversité. Donc c'est vraiment ce sol, ce substrat qu'on va utiliser, qui va être à l'origine de la plupart des services qu'on attend. Et ce sol, justement, comme c'est pas vraiment un sol, c'est pas un sol naturel, nous, dans le cadre de nos recherches, on l'appelle technosol parce que c'est un sol qui est construit, qui est donc d'origine anthropique. Et donc, justement, donc maintenant qu'on a vu un petit peu qu'est-ce que c'était qu'une toiture végétalisée, quels enjeux ça pouvait poser, pourquoi est-ce que le substrat dans ce cadre a un rôle qui est central, et bien maintenant, je vais vous amener un petit peu à réfléchir sur cette question de comment est-ce qu'on conçoit des technosols en toiture. Alors, ces technosols, donc ces substrats en toiture, j'aime à dire que leur conception, ça correspond un petit peu à une recette de cuisine. Pourquoi? Parce que comme dans une recette de cuisine, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on en attend et quels ingrédients on a à disposition. Et donc l'enjeu, dans un premier temps, ça va être de dessiner cette recette de cuisine qui va ensuite donner un technosol dont on va attendre un certain nombre de choses, on va revenir là-dessus. Et ce technosol, il va évoluer dans le temps. Eh bien, nous, dans le cadre de nos recherches, on s'est intéressé à ces trois séquences, à savoir regarder quelle recette de cuisine on peut faire et regarder ensuite comment est-ce que ce technosol va évoluer et qu'est-ce qu'on peut en attendre dans le temps. Alors, si on revient donc à cette première question, de savoir comment est-ce qu'on peut faire notre recette de cuisine. Eh bien, concrètement, j'ai voulu ici représenter 4 paramètres relativement simples et qui sont les paramètres essentiels pour concevoir un technosol en toiture. Le premier paramètre, c'est celui que vous voyez en haut en gris, c'est un paramètre technique, une caractéristique technique, qui est celui du poids. On est en toiture, il y a deux grosses contraintes en toiture, l'accès et la sécurisation de cette toiture et surtout l'importance de ce toit. Donc, première contrainte, avoir un certain poids que notre toiture nous permet. Ensuite, trois autres contraintes qui sont et caractéristiques qui sont elles liées au développement de la végétation qu'on attend donc de ces technosols en toiture. Première caractéristique, c'est celle d'avoir des matériaux qui sont drainants. Pourquoi? Parce que vos racines, elles ont besoin d'avoir accès à l'air pour se développer. Deuxième caractéristique, c'est celle de la rétention d'eau. Vos racines ont également besoin d'eau pour se développer. Et enfin, troisième caractéristique liée toujours au développement de la végétation, c'est celle que votre substrat, votre technosol, va devoir fournir et retenir un certain nombre de nutriments pour permettre un bon développement de votre végétation. Donc ça, c'est les différentes caractéristiques. Et votre recette de cuisine, elle va correspondre à un équilibre, c'est ce qui est représenté ici par les flèches, entre ces caractéristiques. Donc il y a plein de recettes de cuisine possibles, simplement ça va dépendre de ce que vous attendez, quel poids est autorisé sur votre toiture, à quel point vos végétaux ont besoin de teneur en nutriments plus ou moins importantes, de teneur en air ou de teneur en eau plus ou moins importante. Donc,
tout ça, ça va donner un équilibre qui va définir votre recette de cuisine. Et nous, dans le cadre de nos recherches, on a pris 3 autres contraintes. La première, c'est celle d'avoir une toiture qui est intensive, c'est-à-dire qu'on a eu accès à un toit qui a une portance qui est supérieure à 500 kg par mètre carré. Alors pourquoi 500 kg par mètre carré? Parce qu'en France, par réglementation, une toiture ou un balcon, une terrasse qui est accessible au public va avoir un poids qui est autour de 500 kg par mètre carré. Donc nous, on a voulu prendre ce poids de référence, qui est une charge permanente, pour concevoir nos technosols. Alors une parenthèse, ce poids, il correspond en fait au poids lorsque votre technosol, aux matériaux parentaux ou aux substrats, sont gorgés d'eau. Donc c'est 500 kg par mètre carré, c'est une charge permanente quand vos substrats sont gorgés d'eau, c'est-à-dire à leur poids maximal qu'ils pourraient atteindre en toiture. Deuxième contrainte, nos recherches, elles ont porté sur concevoir des systèmes de production alimentaire en toiture. Donc on va chercher à sélectionner des matériaux, des ingrédients qui permettent une production alimentaire, c'est-à-dire des ingrédients qui ne soient pas trop contaminés, qui permettent donc une production alimentaire qui soit suffisante. Dernière contrainte, et c'est en lien directement à ce que je vous ai présenté précédemment, c'est celle d'avoir des ingrédients qui soient uniquement issus de résidus urbains. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu prendre cette contrainte? Parce que justement, on a voulu prendre le raisonnement de se dire que si on crée des espaces qui sont artificiels, qui sont des espaces de nature créés par l'homme en toiture, autant que ces espaces soient créés uniquement à partir de résidus urbains. Pourquoi? Parce que si on regarde la ville aujourd'hui, on sait qu'on a des gisements de déchets qui sont extrêmement importants. Alors, ces gisements de déchets, quels sont-ils? Donc, ces ingrédients, si on continue la métaphore avec la recette de cuisine, ces ingrédients, les premiers en termes de volume, ce sont d'abord les déchets du bâtiment et les déchets de fabrication. Vous avez ici l'image de briques et de tuiles concassées, ainsi que de béton concassé sur la droite. Donc, extrêmement important en termes de volume. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les réglementations commencent à se mettre en place et ces gisements restent relativement peu accessibles parce que lors de la démolition d'un bâtiment, on n'a pas toujours un tri qui permet d'avoir des matériaux d'une qualité suffisante pour être directement réutilisés, en tout cas dans le cadre d'une toiture végétalisée productive. Deuxième gisement en ville en termes de volume, ce sont les déchets de nos espaces verts, du bois broyé, de la tonte de gazon, des feuilles, etc., qui peuvent être sous différents états. Vous avez ici des images donc, de déchets bruts et également de bois broyé. Et troisième catégorie de déchets, c'est les produits, c'est les déchets qu'on produit vous et moi chaque jour, qui sont les déchets ménagers. On pourrait également ajouter des déchets de restauration, qui sont nos épluchures de cuisine, du marc de café, etc. Alors, sans être agronome, vous pouvez voir que ces différents déchets, qui sont en fait des produits parce qu'ils peuvent être transformés et réutilisés, ils ont des caractéristiques agronomiques qui sont intéressantes. Ils vont être riches en nutriments, avoir une forte capacité de rétention d'eau, être plus ou moins grossiers, mais ils ne constituent pas à eux seuls un technosol qui soit intéressant. Pour être concret, si vous prenez uniquement du compost, vos plantes vont pousser, mais vous savez que si vous associez ce compost avec du bois broyé ou avec de la brique concassée, vous pourrez obtenir peut-être un mélange, un technosol, qui sera plus intéressant et plus productif. Donc, la question qui se pose, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut combiner ces différents résidus qui viennent de la ville. Et la deuxième question, c'est la faisabilité de cette combinaison. C'est ce que j'ai mis ici en deuxième point. Pourquoi? Notamment parce qu'une des questions qui se pose, c'est de savoir si la qualité de ces résidus qui sont issus de la ville sont d'une qualité suffisante pour être réutilisés. Concrètement, notamment en regardant les contaminants que sont par exemple les éléments traces métalliques, il faut s'assurer que ce que vous allez réutiliser va être d'une qualité qui permet ensuite de produire et notamment de produire des aliments. Donc, tout ce que je vous présente ici, c'est le cadre de nos recherches à AgroParisTech et à l'INRA et le cadre de recherche qu'on a effectué donc, sur une toiture expérimentale depuis 2012 qui s'appelle la toiture Bertrand-May, qui est donc dans le 5e arrondissement de Paris. Et ce projet de recherche, on l'a mené avec tout un tas de partenaires, des partenaires qui installent aujourd'hui ce type de toiture, des partenaires qui fabriquent du compost, du bois broyé, et également des financeurs, donc en l'occurrence la région Île-de-France et une chaire de recherche qui s'appelle la chaire éco-conception. Alors, dans le cadre donc, de ce projet T4P, notre question principale de recherche, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut concevoir des systèmes en toiture qui soient productifs de biomasse alimentaire uniquement à partir de résidus qui viennent de la ville. Alors, je vous ai présenté les grandes catégories de résidus urbains qu'on peut retrouver,
Mais concrètement, qu'est-ce que nous, on a utilisé? Alors, on a utilisé 5 résidus urbains. Premier résidu, qui est donc, j'insiste sur cette petite subtilité de vocabulaire, mais qui sont donc des produits, puisque ce sont des résidus qu'on peut utiliser et qu'on peut valoriser dans le cadre d'une autre utilisation. Donc, premier produit, ce sont des résidus de champignonnières. Ces résidus, ils sont à la base constitués de marc de café mélangés avec d'autres produits pour permettre le développement de champignons, en l'occurrence des pleurotes. Et ça, c'est quelque chose qui est réalisé par une entreprise qui s'appelle la boîte à champignons. C'est aussi réalisé par d'autres entreprises. Et nous, ce qui se passe, c'est qu'on réutilise ce produit une fois que la culture des champignons a eu lieu. Donc, une fois que le marc de café a déjà été réutilisé lors d'un premier cycle de culture, une première production, nous, on prend ce produit à la fin de la production des champignons et on l'utilise dans le cadre de nos technosols. Deuxième produit qu'on a utilisé, le compost de biodéchets. Donc ça, c'est un compost qui est issu du compostage des ordures ménagères qu'on produit vous et moi, co-composté durant 3 à 6 mois avec des déchets d'espace vert. Troisième type de produit, ce sont justement des déchets d'espace vert qui sont compostés seuls pendant également 3 à 6 mois. Et donc, cela donne un compost de déchets verts qu'on utilise. Vous voyez déjà que ces 3 produits, pareil, sans forcément être un expert du domaine, mais qu'ils ont des caractéristiques un peu communes. On voit qu'en termes de couleurs, les 2 composts ont des couleurs relativement noires, ce qui correspond en fait assez souvent à des teneurs en matière organique assez importantes. Mais par ailleurs, ce qui nous intéresse ici, c'est surtout que ces 3 premiers produits sont très riches en termes de nutriments et sont également des produits qui sont rétenteurs d'eau. 2 autres produits qu'on utilise qui ont des caractéristiques différentes, notamment le fait qu'ils soient des produits qui sont grossiers. Ce sont en premier lieu, donc sur la gauche de la diapositive en bas, le bois broyé, donc qui est issu directement du bagage des arbres en ville. Et ensuite, en bas à droite, vous avez de la brique et de la tuile concassée, qui sont malheureusement dans le cadre de nos expérimentations, et comme je l'ai évoqué précédemment, pas des déchets de démolition du bâtiment, mais qui sont des déchets de fabrication de la brique et de la tuile, qui sont des pertes lorsqu'on fabrique ces 2 produits. Alors, ça, c'est donc les 5 produits qu'on a utilisés. Et concrètement, comment est-ce qu'on a fait notre recette de cuisine? Et pour faire notre recette de cuisine, on s'est appuyé sur une technique qui existe depuis plus de 20 ans, même plus de 40 ans maintenant, et qui a été popularisée aux États-Unis, qui s'appelle la culture en lasagne. Alors, cette culture en lasagne, elle a un principe relativement simple, qui est que lorsque vous êtes dans votre jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous allez chercher à cumuler les différentes couches de matériaux, et chaque couche de matériaux a une propriété particulière. L'idée étant que dans l'année, à des moments différents, vous allez tondre votre gazon, vous allez couper vos arbres, vous allez composter vos épluchures, et donc à chaque fois, vous allez produire une couche qui a donc une ou plusieurs propriétés particulières. Alors concrètement, dans notre cas, on a voulu prendre un modèle qui est simplifié. Alors je m'excuse, il y a un bug sur ma diapo, là ici, les épinards, ils sont normalement sur le dessus. Mais donc nous, on a voulu prendre un modèle simplifié avec 2 couches. Vous voyez ici d'abord au-dessus, donc vous avez bien sûr la couche de végétation, avec ces fameux épinards. En dessous, vous avez une première couche qui est dite fertile. Pourquoi? Parce que ce qu'on va attendre de cette couche, c'est d'apporter à nos plantes tout ce qui est nutriments et tout ce qui relève également de l'approvisionnement en eau. Donc, ça va être vraiment les propriétés majeures qu'on va attendre de cette couche. Deuxième couche qui constitue donc notre lasagne dans le cadre de nos expérimentations, c'est une couche qui est dite squelette parce qu'on va utiliser des matériaux grossiers qui vont avoir pour rôle principal, mais pas unique, d'apporter de l'air à nos racines. Et en dessous, on va retrouver donc une couche de géotextile qui permet en fait à notre substrat de ne pas s'échapper de nos bacs. Et en dessous, une couche soit drainante, soit qui va être une réserve d'eau, de manière à assurer un complément d'approvisionnement en eau dans le cas de la réserve d'eau à nos plantes. Donc vous voyez, nous on a choisi d'utiliser ce modèle de culture en lasagne en prenant un modèle qui est simplifié avec uniquement 2 couches qui ont un rôle particulier. Alors par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on a pris un technosol qui fait aux alentours de 30 cm. Pourquoi est-ce qu'on a réalisé cela? Alors pour une première raison qui est que les végétaux, notamment des végétaux un peu ligneux, vont mieux se développer dans des couches de substrat, dans des couches de technosol qui vont atteindre 30 cm. Et ensuite, et surtout, en deuxième raison, pour une contrainte de poids dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on a voulu concevoir nos systèmes de culture en toiture pour qu'ils soient donc inférieurs à un poids de 500 kg par mètre carré, comme je l'évoquais dans la diapositive précédente. Et donc concrètement, nos systèmes en général pèsent
entre 350 à 450 kg par mètre carré. Alors, ces systèmes de culture en lasagne, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a appliqué dans différents dispositifs expérimentaux. Alors, ces dispositifs expérimentaux, concrètement, c'est des bacs de culture, donc c'est des compostières qui font un peu moins d'1 mètre carré et dans lesquels on a mis différents mélanges de technosols, différentes associations des produits que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'on a eu 3, pour l'instant, dispositifs expérimentaux avec différents traitements, donc différents mélanges de technosols, un nombre de bacs qui diffèrent, des dates également qui diffèrent, des durées d'expérimentation. Je vous rassure, je ne vais pas vous les présenter intégralement. Sachez juste que les différences entre ces expérimentations, c'est le type de produit qu'on a pu utiliser. Donc, par exemple, dans les 2 premières expérimentations, on a plutôt utilisé du compost de déchets verts, du résidu de champignonnière et du bois broyé. Et dans la 3e expérimentation, on a plutôt utilisé du compost de biodéchets, du bois broyé et de la brique et de la tuile concassée. Donc, différentes expérimentations avec différents produits utilisés et également différentes mesures réalisées. Alors, juste pour vous illustrer, vous voyez que sur les expérimentations numéro 2 et numéro 3, ce qui est symbolisé ici par ce petit bidon avec une croix pour l'expérimentation numéro 1, c'est qu'on a relevé les eaux qui vont traverser notre sol et qui vont s'échapper. Donc, concrètement, on a mesuré la capacité de rétention en eau de nos technosols en toiture. Donc, différents types de mesures réalisées. Pareil, pas la peine de tout retenir, simplement l'idée ici étant de vous montrer qu'on a différentes expérimentations avec des matériaux de nature différente et également des mesures qui peuvent être différentes. Et donc concrètement, qu'est-ce qui nous a également intéressé sur ces expérimentations? La première chose qui nous a intéressé, ça a été de quantifier ce qu'on appelle le service d'approvisionnement alimentaire. Donc concrètement, regarder quel était le potentiel de production de nos technosols. Deuxième chose qui nous a intéressé, qui est d'ailleurs souvent la première question des gens qui viennent nous voir, c'est celle de la qualité des aliments. Donc savoir est-ce que ce qu'on va produire sur ces technosols en toiture en plein centre de Paris vont être ou non contaminés. Troisième type de questions qui nous a intéressé, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des services de régulation. Donc concrètement, ça va être le fait que ces technosols vont retenir de l'eau, voir la qualité ensuite de cette eau qui n'est pas retenue par les technosols, voir combien de résidus urbains peuvent être valorisés par ces technosols en toiture, et enfin, s'intéresser à une fonction de ces potagers en toiture, qui est le stockage de carbone. Alors pareil, je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui. L'idée, c'était juste de vous montrer un petit peu la diversité des choses qu'on a pu regarder. Alors, première chose que je vais vous présenter, c'est concernant la production alimentaire. Donc, ce qu'on a fait pour s'intéresser à cette production alimentaire, c'est qu'on a concrètement pesé tout ce qui ressortait, tout ce qui était produit par nos bacs, en cultivant différents types de légumes, qui sont, en l'occurrence, des légumes donc, classiques en maraîchage, des tomates, du basilic, etc. Et donc, c'est ce que vous voyez sur la diapositive suivante. Vous avez ici la production qu'on a calculée à partir de nos dispositifs expérimentaux, donc en kilogrammes par mètre carré, et différents types de production qu'on a pu avoir sur nos dispositifs. Alors, vous voyez, on a donc cultivé des tomates, des radis, des oignons, du mesclun, etc. Et ce qui est représenté sur cette figure, donc les box plots, autrement appelées boîtes à moustaches, c'est la médiane, donc c'est-à-dire la valeur qui partage d'un côté 50% des valeurs, de l'autre côté 50% des valeurs restantes, donc qui vous donne en gros une idée de la dispersion de ce qu'on a pu obtenir comme résultat. Et vous voyez différentes boîtes à moustaches de différentes couleurs, donc jaune, rouge et noir, qui représentent en fait nos différentes expérimentations. Si on prend, pour être concret, l'exemple de la tomate, on voit qu'on a des rendements qui sont situés en gros en moyenne entre 2 à un peu plus de 4 kg pour l'expérimentation numéro 1 à numéro 2. Donc ça, première chose qu'on a voulu représenter. Et deuxième chose qu'on a voulu représenter, c'est ce qui est figuré par les points verts sur cette figure. C'est donc une référence, et en l'occurrence, on a pris ici comme référence l'ITAB, une étude de l'ITAB, qui est l'Institut technique de l'agriculture biologique, qui correspond en fait à un potentiel de production pour des maraîchers biologiques en plein sol. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette référence? Eh bien parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a relativement peu d'études sur le sujet, donc on a peu d'études en toiture sur le potentiel de production, et donc on a voulu prendre la référence la plus proche. Et la référence qui nous semblait la plus proche, c'est celle de maraîchers biologiques en pleine terre, n'utilisant pas de serre. Pourquoi? Parce que tout comme nous, ils ne fertilisent pas ou peu, et ils ne fertilisent en tout cas pas de manière chimique leur production.
Et on a également une utilisation de produits phytosanitaires qui, comme dans notre cas, est extrêmement limitée. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a tiré de cette figure? Eh ben, ça a été de voir que le potentiel de production de nos systèmes était équivalent à celle de maraîchers professionnels. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Eh ben, parce que si on regarde l'ensemble des productions qu'on a eues, l'ensemble des légumes qu'on a eus, eh ben, on voit que cette comparaison, elle est soit modulée par le type de légumes, mais on voit par exemple que pour les oignons, bah, les maraîchers professionnels ont l'air d'avoir un niveau de production qui est supérieur. En revanche, si on regarde l'ail, si on regarde les haricots, pardon, on voit que le potentiel de production via nos systèmes peut être relativement conséquent et voire même plus important que ce qu'on peut observer avec des maraîchers en plein sol. Alors, cette comparaison, elle est soumise à, il faut être précautionneux avec parce que derrière ça, il y a énormément de variabilité qui se cache. Il n'empêche que ça nous a permis d'avoir un premier résultat vraiment intéressant, qui était celui de voir qu'on pouvait atteindre, avec des technosols uniquement composés à partir de résidus urbains, des niveaux de production qui étaient intéressants. Alors, la question qui peut en découler, c'est celle de savoir qu'on peut produire sur des toits en ville. On voit qu'il y a un niveau de production important, mais est-ce qu'on va nourrir les villes avec ces productions en toiture? Alors, on sait très bien que non, pour plusieurs raisons. La première, c'est bien sûr l'accessibilité et la disponibilité de ces surfaces. On sait qu'on a des surfaces qui ne sont pas suffisantes. Deuxième raison, il y en a d'autres, mais la deuxième raison, c'est celle du temps et du coût de ces productions. On est en général dans des systèmes urbains qui sont très contraints par la surface, par le coût du foncier, par l'accessibilité, par des questions donc, de logistique, et qui vont faire que le coût des productions sont en général plus importants. Donc sur ces systèmes, la question, ça ne va pas être celle de nourrir les villes de demain, c'est éventuellement de participer à l'alimentation de ces villes, mais ça va être surtout de voir qu'on peut avoir quand même des niveaux de production intéressants à l'échelle d'un foyer, à l'échelle des personnes qui vont pouvoir s'en occuper. Donc, on a vu donc que ces systèmes uniquement constitués de résidus urbains ont un potentiel de production intéressant, même si, bien sûr, il n'est pas question que ce soit des systèmes qui demain nourrissent les villes, mais peuvent participer pour une petite partie à l'alimentation de ces villes. Alors, l'autre question qu'on s'est posée donc, après cela, ça a été celle donc, de savoir si les légumes qu'on produisait étaient ou non contaminés. Alors, pour cela, ce qu'on a fait concrètement sur nos expérimentations, ça a été de mesurer les teneurs dans ce qu'on appelle des éléments traces métalliques, plus communément appelés des métaux lourds, donc comme par exemple le cadmium, le plomb, le zinc. Pourquoi est-ce qu'on a mesuré ça? Parce que c'est des polluants qu'on retrouve historiquement de manière importante dans le milieu urbain, qui sont issus des gaz d'échappement, des freinages des véhicules, également des matériaux des toitures, bref, de tout un tas d'activités ou du fonctionnement plus généralement du milieu urbain. Et ce qu'on a pu constater en résumé relativement rapide de nos résultats, c'est que on avait des teneurs dans nos légumes qui étaient faibles, qui étaient, pour les métaux qui étaient réglementés, bien inférieures aux normes en vigueur, donc en moyenne 5 à 10 fois inférieures aux normes en vigueur, et qui étaient des teneurs équivalentes à ce qu'on pouvait retrouver dans des supermarchés. Donc le message qu'on a pu en tirer à partir de notre expérimentation en toiture, c'est qu'on voit qu'on peut produire des légumes en ville, en milieu urbain, y compris en plein cœur de Paris, qui soient non contaminés et qui donc peuvent être comestibles derrière pour les personnes. Alors, pareil, c'est un résultat très général qui est à prendre avec un certain nombre de précautions et un certain nombre de limites une fois qu'on a dit ça. La première limite, c'est bien sûr les résultats d'une étude pour une toiture en plein cœur de Paris, et on sait qu'en ville, on a un certain nombre de problématiques de pollution, notamment des sols, qui fait que bon nombre de jardins, de fermes qui sont développés ou qui vont se développer en ville sont confrontés à des problématiques de pollution. Dans le cas de notre potager en toiture, on n'avait pas cette problématique parce qu'on a utilisé des matériaux dont on connaissait l'origine, dont on avait mesuré les teneurs en contaminants. Et ces teneurs, elles sont par ailleurs réglementées, donc on savait que la contamination qui venait de notre sol était relativement limitée. Donc ça, c'est une première limite, c'est celle de savoir bien l'origine et la qualité du sol qu'on utilise, en l'occurrence ici, de nos technosols en toiture. Deuxième limite, c'est qu'on a mesuré un certain nombre de contaminants, donc 5 éléments traces métalliques, mais il y a d'autres contaminants qui peuvent être présents de manière plus ou moins importante dans le milieu urbain. Donc, on est limité, on va dire, par ceux dont on peut mesurer. Toutefois, ce qu'on peut quand même dire, et ce que j'ai commencé à expliquer, c'est qu'on sait qu'on peut cultiver des légumes de manière non contaminée. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est de connaître donc la qualité de son sol, de connaître les contaminations potentielles de l'environnement proche. Est-ce qu'on a des usines, est-ce qu'on a une industrie à proximité? Si oui, est-elle polluante? Pourquoi?
Donc, voilà, donc de connaître un peu son environnement et ensuite de maîtriser, dans la conduite de son système de culture, les contaminants qui pourraient arriver. Donc, pour finir sur ce point, concrètement, vous avez 3 sources de contamination. La première, c'est l'air, la deuxième, c'est l'eau, et la dernière, c'est le sol. Donc, sur l'air, c'est ce que je disais, c'est connaître son environnement proche de manière à savoir quels contaminants peuvent être présents. Deuxième source de contamination, c'est l'eau. Savoir quelle eau vous introduisez dans votre système. En général, l'eau de pluie est plutôt de bonne qualité, sauf problématique locale. Donc, savoir quelle eau vous allez amener sur votre système. Et dernier point à connaître, c'est celle de la qualité du sol, ce que j'ai commencé à vous. Donc, comme vous le voyez, ces systèmes de production en toiture, ils peuvent être intéressants pour leur fonction de production alimentaire. Mais en fait, aujourd'hui, la raison pour laquelle les toitures végétalisées sont développées, c'est pas pour produire des aliments. Pour une raison historique qui est que le marché des toitures végétalisées, c'est avant tout développé pour des toitures plutôt d'ornement. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui ces toitures sont développées, pour 2 raisons principales. Il y a un argumentaire qui est développé autour de la biodiversité. Il y a également des raisons principales pour lesquelles ces toitures sont développées, c'est la rétention d'eau. Alors, pourquoi est-ce que ces toitures sont développées aujourd'hui autour de problématiques de rétention d'eau? Eh ben, c'est parce qu'en ville, du fait de sols qu'on a imperméabilisés de manière très importante, eh ben, on a aujourd'hui des systèmes d'évacuation d'eau qui sont engorgés en cas de forte pluie, en cas d'orage, par exemple, ce qui va faire qu'on n'est pas capable de traiter tous les volumes d'eau, et donc une partie de l'eau qui va arriver en ville, qui va se charger en contaminant ruisselant, va être rejetée directement dans le milieu naturel en cas de forte précipitation, parce qu'on a des systèmes de traitement des eaux qui ne peuvent pas et qui ne pourront pas traiter l'intégralité de ces volumes d'eau. Et donc la stratégie aujourd'hui qui a été adoptée par un certain nombre de villes, c'est celle de vouloir retenir un maximum d'eau à l'échelle de la parcelle, donc à l'endroit où arrive cette eau, de pouvoir d'en retenir un maximum. Donc nous, ce qui nous a intéressé en sachant ça, en sachant qu'aujourd'hui ces toitures sont beaucoup développées pour cette raison, eh ben, c'est de voir dans quelle mesure les toitures, et en l'occurrence notre potager expérimental et nos technosols constitués uniquement de résidus urbains, retenaient de l'eau. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a équipé nos compostières d'un petit tuyau par où l'eau s'échappait et d'un bidon qui nous permet de collecter toute l'eau qui n'est pas retenue par le technosol. C'est-à-dire que vous avez de l'eau de pluie ou de l'eau d'irrigation qui arrive, et la fraction de cette eau qui n'est pas retenue par votre technosol va s'échapper dans le bidon. Ce bidon, on va le peser. On va également prélever une partie de cette eau qui a débordé. Et on va s'intéresser premièrement à la quantité d'eau retenue par un calcul, et ensuite par la qualité de cette eau qui est perdue. Donc ça vous donne bien la fraction d'eau qui est retenue. Alors, pour vous présenter rapidement quelques résultats, vous avez ici sur l'axe des ordonnées le pourcentage de rétention d'eau de pluie, et vous avez les résultats pour 2 dispositifs, donc le dispositif numéro 3, le dispositif numéro 2. Alors, je ne vais pas vous détailler les 2 traitements, juste que vous pouvez observer sur les histogrammes qui sont présentés sur la gauche, c'est que sur l'expérimentation numéro 3, une des choses qu'on a notamment testées, c'est d'avoir une couche squelette, donc cette couche inférieure dans nos dispositifs, qui était soit en bois, soit en briques. Et la surprise qu'on a eue, c'est qu'on voyait que les différences étaient relativement faibles en termes de rétention d'eau. Et on ne va pas s'appesantir sur ces différences de traitement. Le message que je voulais vous faire passer ici, c'est que ce que vous voyez, c'est que sur le dispositif, on retient entre 60% à 80% de l'eau de pluie qui arrive en moyenne sur 1 ou 2 ans. Alors, juste pour être clair, ce que ça veut dire, c'est 60%. Donc, si on prend le cas du dispositif numéro 3, ça veut dire que sur 100 litres d'eau de pluie qui arrive sur notre système de culture, on retient 60 litres d'eau de pluie. Donc, comme ça, je pense que ça ne vous parle pas forcément directement, mais vous voyez, c'est quand même des quantités d'eau retenues qui sont non négligeables. Donc, nous, la comparaison qu'on a voulu faire, c'est voir par rapport à d'autres systèmes en toiture, quelle était l'importance de cette rétention d'eau. Alors, on a comparé une toiture nue, donc ça, on se doutait que par rapport à une toiture nue, le potentiel de rétention d'eau était plus important, mais surtout la comparaison qui nous intéressait, c'était par rapport à une toiture végétalisée, mais qui n'avait pas pour objectif de produire des aliments. C'est-à-dire les toitures que je vous présentais tout à l'heure, les toitures extensives qui ont plus un but ornemental. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à ces toitures dites extensives, donc qui sont situées entre 5 à 10 à 15 cm, qui ont en général des rétentions d'eau entre 30 à 60% de l'eau de pluie qui arrive, on est plutôt dans la moyenne haute par rapport à ces toitures installées aujourd'hui. En revanche, si on compare à des toitures dites intensives, qui sont beaucoup plus rares aujourd'hui, qui sont des toitures qui ont un niveau une hauteur de technosol qui va être entre 15 à plus de 30 cm,
ces toitures, elles retiennent en moyenne entre 60 à plus de 80%, bah, on voit qu'on est dans la moyenne de ces toitures. Donc, on a des niveaux de performance qui sont équivalents. Donc, pour résumer, ce qui nous intéressait ici, c'était de voir est-ce que ces toitures produisent de la biomasse alimentaire constituée uniquement de résidus urbains, retiennent de l'eau de manière importante. On voit que oui, elles retiennent de l'eau de manière importante et de manière supérieure ou équivalente, en tout cas, à des dispositifs qu'on peut aujourd'hui installer. Donc, on a un niveau de performance qui est égal. Alors, je vous ai présenté ici les résultats concernant deux fonctions de service qu'on attendait, celui d'approvisionnement alimentaire et celui de rétention d'eau. Comme je vous l'ai dit au tout début, on s'est intéressé à d'autres fonctions, celle de la qualité de l'eau qui va ressortir de ces systèmes, celle du stockage de carbone, celle du recyclage de résidus urbains. Et ce qu'on a vu en faisant nos études, c'est que ces toitures potagères, ce qui est important de retenir, c'est qu'elles sont multifonctionnelles. Multifonctionnelles, pourquoi? Parce qu'elles produisent des aliments, soit, mais elles rendent également d'autres fonctions. Alors, l'autre point sur lequel je voulais insister aujourd'hui dans le cadre de ma présentation, c'est qu'il existe également des compromis entre ces services. Alors, qu'est-ce que j'entends par compromis? Eh bien, je vous ai montré que ces toitures, elles retiennent de l'eau de manière importante, mais on va dire que ça peut être relativement intuitif de se dire que lorsqu'on a un technosol qui est très drainant ou qui au contraire retient beaucoup d'eau, ce technosol ne va pas à la fois pouvoir retenir beaucoup d'eau et être très drainant. Donc ça veut dire qu'on va avoir des compromis qui vont voir le jour entre par exemple le fait de maximiser la rétention d'eau et le fait de maximiser l'accès à l'air, l'accès aux nutriments pour les plantes qui vont se développer sur ces systèmes. Pour être concret, ce qu'on a pu observer sur nos potagers en toiture, c'est que on voit que ces toitures, dans le cadre de nos dispositifs, retiennent beaucoup d'eau. En revanche, comme on utilise des matériaux qui sont très riches en nutriments pour permettre le développement de légumes qui nécessitent un accès à des nutriments de manière importante, eh ben, on a des pertes dans l'eau qui part de nos systèmes, on a des pertes en termes de nutriments. Donc, on a une dégradation de la qualité de l'eau. Donc, ce que j'entends par compromis entre services, c'est qu'on voit que pour maximiser la fonction de production alimentaire, il nous faut des substrats qui sont riches en termes de nutriments. Par ailleurs, on est intéressé également par cette fonction de rétention d'eau de pluie. Donc, ça on voit que ces deux services sont bien rendus. On produit de manière importante des aliments et on retient de manière importante également de l'eau. En revanche, ça induit un effet négatif sur un autre service qui va être celui de la qualité de l'eau qui va repartir de nos systèmes, qui est ici dégradé puisqu'on utilise des matériaux qui sont relativement riches. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais l'idée étant de dire que oui, ces toitures peuvent être multifonctionnelles, mais qu'il y a un travail à faire par rapport à la composition de ces technosols, et ça a été l'objet justement de nos recherches. Alors, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, on a une page web donc, sur le site d'AgroParisTech qui référence les différentes études qu'on a pu effectuer, qui sont en libre accès, et qui a pour le but de vulgariser un certain nombre de résultats qu'on a pu avoir. Un dernier point, on va dire, pour finir cette présentation. Je vous ai parlé ici que d'un projet, qui est le projet T4P, qui a donc porté sur la conception de systèmes en toiture. Mais il y a aujourd'hui tout un tas de projets, tout un tas de systèmes de culture qui existent en ville. Et si vous voulez vous intéresser à ces questions, vous pouvez, par exemple, consulter le site de l'AFOP, qui est l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, qui vous montrera un peu la panoplie des projets existants. Et une des choses qu'on observe aujourd'hui en ville, donc par ce déploiement qui devient de plus en plus important de projets d'agriculture urbaine, c'est qu'on a des projets aussi bien au sol qu'en toiture et qui ont des fonctions très variées. Et souvent, les fonctions développées, ce sont des fonctions pédagogiques, ce sont des fonctions sociales dont je vous ai peu parlé aujourd'hui, mais sachez que aujourd'hui, une des raisons du développement aussi de ces projets, ce sont ces fonctions justement sociales, pédagogiques, de l'accueil de public en lien avec le besoin de nature en ville dont je vous parlais au début. Voilà. J'espère avoir été clair et merci de votre attention pour cette présentation.